Il y a 10 ans, le 12 décembre 2015, l'accord de Paris était signé en grande pompe, 195 pays réunis. On fait le bilan avec Yamina Saeb, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes enseignante à l'École des affaires internationales de Sciences Po, chercheur, autrice du volet 3 du 6e rapport du GIEC. Emmanuel Guérin, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous aussi, membre de l'European Climate Foundation, conseiller spécial de Laurence Subiana. Aujourd'hui, puisqu'elle dirige cette fondation. Et puis, à l'époque, elle était ambassadrice des négociations sur le climat. Vous étiez au cœur des négociations. Yannick Servan, bonsoir, bienvenue. Vous êtes cofondateur de la Convention des entreprises pour le climat. On va se projeter une décennie en arrière, si vous le voulez bien. Vous étiez où, faisiez quoi? Je commence avec vous, Yamina Saeb. Alors, au moment où ils se sont mis d'accord, j'étais chez moi, mais juste avant, j'avais reçu un message d'un collègue qui faisait partie de la délégation française et qui me disait le 1,5, tu sais ce que ça veut dire? Donc plus 1,5 degré par rapport à l'ère préindustrielle. Voilà, il me dit, est-ce que tu peux regarder vite fait, c'est quoi que dit la science? Je dis, en fait, les scénarios les plus optimistes qu'on avait à ce moment-là visaient le 2, mais il n'y en avait pas beaucoup. 1,5, il fait, tu sais ce que ça veut dire? Ça va être dur, quoi. Très difficile. Voilà. Or, ça a été inscrit dans cet accord de Paris. On pourra d'ailleurs expliquer pourquoi, Emmanuel Guérin, vous étiez évidemment... sur la photo là, où on voit Laurent Fabius avec son fameux marteau vert, vous êtes où? Vous êtes dans la salle, juste derrière, dans les coulisses? Dans la salle, juste à côté. J'étais membre de l'équipe de la présidence française de la COP 21. J'étais le rédacteur de cet accord de Paris. Et donc, au moment du coup de marteau final, c'était l'explosion de joie, mais aussi quelques larmes. Oui, j'imagine. Il n'était pas gagné d'avance, cet accord. Ah, pas du tout. Loin de là. Je peux vous dire, pour avoir été au cœur du réacteur, que quelques minutes avant, on n'en menait pas large. Objectivement, c'était pas clair que ça passe. Et vous étiez où? Peut-être pas au cœur du réacteur. Non, moi je vais Yannick Servan, vous travailliez IEZ pour qui à l'époque? Pour Google, à Dublin. Mon métier, c'était de vendre de la publicité YouTube à travers des agences de publicité à Londres. Et mon quotidien, c'était d'écouter mon directeur nous expliquer, nous rappeler qu'on était content si Wall Street était content, et Wall Street était content si on faisait 20% de croissance trimestrielle. La COP, je ne savais pas que ça existait à l'époque. C'est intéressant de voir où vous êtes aujourd'hui à la Convention des entreprises pour le climat. Tiens, je reviens sur cette logique des plus 1,5 degrés et je veux bien votre retour d'expérience, Emmanuel Guérin. C'est à la demande des pays les plus fragiles ou les plus directement menacés qu'on rajoute, les pays insulaires, qu'on rajoute entre guillemets cet accord, ou qu'on est un peu plus exigeant que les plus de degrés. Absolument. C'est eux qui sont venus nous voir dans le bureau de Laurent Fabius et qui nous ont dit il n'y a pas d'accord s'il n'y a pas cette référence à cet objectif de limiter la hausse des températures à 1,5 degré. C'était loin d'être consensuel à l'époque. C'était particulièrement difficile, notamment pour les pays du groupe arabe, d'accepter ça. Et puis, c'est progressivement quand même devenu la norme. Il y a ce rapport spécial sur 1,5 degré qui a été publié par le GIEC, juste quelques années après l'adoption de l'accord de Paris. Et puis surtout, c'était le cri de ralliement des jeunes pendant les grandes marches pour le climat en 2019. Jusqu'à aujourd'hui, où dans la décision de la Cour de justice internationale, l'objectif qui est mentionné, c'est ce 1,5 degré. Donc ça a fait du chemin. Oui, mais est-ce que Yamina Saeb, vous disiez tout à l'heure, c'est bien qu'il ait été rajouté. Certains disent c'était trop ambitieux, on savait qu'on ne pourrait pas l'atteindre, et donc c'est un peu démobilisateur. Alors, c'est très bien qu'il soit inscrit dans l'accord de Paris. Moi, ce que je regrette dans l'accord, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de réduire les émissions dans l'accord. En fait, on a le 1,5, c'est une bonne ouverture, mais après, derrière, il n'y a rien pour soutenir, pour arriver au 1,5. Et comme il le mentionnait, la Cour de justice internationale, dans son Advisory Opinion publié en juillet de cette année, ils expliquent qu'en vérité, le 1,5, c'est l'objectif premier qu'on doit garder en tête. Tout en sachant quand même que le 1,5
il n'est pas atteignable dans les conditions politico-économiques actuelles. Il serait atteignable si on changeait le modèle économique mondial. Mais c'est bien de l'avoir comme référence parce qu'on a un repère sur lequel 196 pays, si on enlève aujourd'hui les États-Unis, mais un grand nombre de pays, la plupart des pays du monde se sont mis d'accord. Et d'un point de vue physique, en fait, si on dépasse le 1,5, on rentre dans une nouvelle ère dans laquelle on va avoir un enchaînement d'événements qui vont conduire à des dégâts monstrueux sur le plan humain, infrastructure, etc. Et on rappelle que chaque dixième de degré est important, en l'occurrence. De 1,5 à 2 degrés, si on fait 1,8, déjà c'est très bien. Si on fait 1,9, c'est encore pire, etc. etc. Chaque dixième de degré est vraiment important. Je veux bien que Yannick Servan, alors on a reçu dans cette émission à de nombreuses reprises la Convention des entreprises pour le climat. On a été partenaire, on a eu beaucoup... on croit beaucoup en cette initiative qui grandit. Mais en quelques mots, rappelez-nous ce que c'est. Et puis après, j'ai une question sur la COP 30, celle qui vient de se passer. En quelques mots, c'est dans le titre, c'est un projet qui a été vraiment inspiré par la Convention citoyenne pour le climat. Et le petit groupe qui est très vite devenu assez grand, qui a créé ce projet, on est parti d'un questionnement. On venait tous du monde de l'entreprise. On avait tous vécu la dissonance cognitive. Au bout d'un moment, quand on commence à se renseigner sur les enjeux et qu'on repense à ces expériences dans des multinationales américaines, on la sent, cette tension. On se pose la question de qu'est-ce qui peut changer, qu'est-ce qui doit changer. Et tous ce vécu et ou cette intuition de... En fait... Et c'était dans les propositions, à la fin des propositions des citoyens. Maintenant, il faut que le monde économique prenne le relais, joue son rôle, prenne toute sa part. On se demandait, OK, on sait que le monde économique, dans l'entreprise, on peut avoir les meilleures équipes transfo, les meilleures équipes RSE du monde. Si la direction n'est pas embarquée ou embarquante, on n'y arrive pas. Et donc, qu'est-ce qui pourrait se passer de meilleur si on répliquait ce format, 6 sessions, du temps long, des experts, de l'intelligence collective sur un an, avec spécifiquement des dirigeants d'entreprise. Et avec cette logique de feuille de route, c'est-à-dire qu'on s'engage sur une feuille de route pour faire évoluer, parfois même basculer le modèle économique de l'entreprise pour que son impact négatif soit réduit, voire même qu'on passe à un impact l'intention positif. initiale, c'était bien de se poser la question, comment les entreprises, à travers leurs dirigeants, peuvent faire leur part pour tenir les objectifs de l'accord de Paris. On a lancé le projet en 2020, donc c'était des feuilles de route à 10 ans. Aujourd'hui, comme on en est au 28e parcours CEC, ça fait 5 ans, c'est toujours des feuilles de route à 10 ans, à 15 ans, mais donc on est au-delà de l'objectif 2030. Alors, je vais vous poser à peu près la même question à tous les trois sur cette... COP 30 et peut-être l'utilité de ce multilatéralisme aujourd'hui, alors qu'il est atrophié un peu partout ailleurs. La COP 30, Belém, Brésil, pas d'accord, constat de déception. Votre constat à vous, Emmanuel Guérin, c'est quoi? Déjà, pour répondre à la question des COP, à quoi ça sert, je pense que la meilleure façon de s'en convaincre, c'est que les adversaires de l'action pour le climat, les pays pétroliers et gaziers, les entreprises pétrolières et gazières, elles sont présentes au COP. Et elles savent très bien que c'est un enjeu. Elles font tout pour ralentir le processus. Mais donc les COP, c'est une bataille. Vraiment, de l'autre côté, on sait que ça sert à quelque chose. Alors, il s'est passé des choses importantes quand même à cette COP. Du point de vue politique, d'abord, le plus important, c'est qu'aucun autre pays n'a suivi les États-Unis pour sortir de l'accord de Paris. Donc c'est un premier résultat important. Un autre résultat important, c'est l'augmentation très importante des financements pour l'adaptation au changement climatique. Et là aussi, comme la crise climatique accélère, c'est particulièrement important. Et puis pour le reste, sur la sortie des énergies fossiles, c'est une bataille. Une bataille qui est perdue ce jour-là, mais qui continue. Qui continue, et c'est à peu près 80 pays qui se sont engagés pour une sortie plus rapide que les autres des énergies fossiles. Mais c'est une bataille qui continue. Est-ce qu'il faut transformer, Yamina Saeb, la forme de ces grands rendez-vous? Alors on peut dire que c'est l'un des derniers lieux où le multilatéralisme existe encore. On peut aussi voir le verre à moitié plein, mais est-ce qu'effectivement il ne faudrait pas se dire l'unanimité, on n'y arrivera plus, et donc
voilà, faisons en sorte qu'il y ait des groupes de pays qui avancent peut-être plus vite que d'autres, quoi. On n'y arrivera pas avec la gouvernance de la COP. Le modèle de gouvernance ne permettra pas d'accélérer l'action climat. D'autant plus que tout ce qu'on fait depuis la signature de l'accord de Paris, c'est travailler sur les différents articles de l'accord de Paris. Donc on n'est pas encore sorti de l'auberge, quoi. Et sachant que dans l'accord de Paris, il n'y a pas d'obligation de réduire les émissions. On y revient, Donc en fait, la seule obligation, c'est de faire ces feuilles de route, les NDCs, que les gouvernements soumettent. Et là-dedans, on voit très bien, par exemple, les Européens, on était plus ambitieux avant que ce qu'on vient de soumettre cette fois-ci. Donc on a intégré 5% de nos émissions négatives qui vont être grâce aux échanges carbone, etc. Donc on ne va pas s'en sortir. Pourquoi est-ce qu'il faut changer de modèle maintenant? Parce que la crise écologique, qui va bien au-delà de la crise climatique, elle a atteint un niveau qui est très, 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 très alarmant. Et donc, on n'est plus en 92. Moi, je pense que ce processus-là, je ne l'ai pas connu avant. Peut-être qu'en 92, c'était bien. C'est un processus qui a servi à mettre les pays autour de la table. Parce que quand je relis dans les livres d'histoire comment c'était avant, la question climat, on ne l'abordait pratiquement pas dans beaucoup de pays. Aujourd'hui, elle est abordée, quand il y a la COP, elle est abordée dans tous les pays du monde. Mais on n'est plus là. On est au temps de l'action, et de l'action ambitieuse. Et même les pays, vous savez, l'Union européenne, c'est la région du monde qui a le cadre politique le plus, j'aime pas le mot complet, mais en fait le plus complexe dans le cadre de la question climat. Et même l'Union européenne, ce cadre-là qu'on a inventé, ne nous permet pas de répondre au niveau d'être aussi ambitieux qu'on devrait l'être. Donc je parle pas des autres pays où il n'y a pas ce qu'on a en Europe. Et donc du coup, il faut vraiment changer, il faut inventer autre chose pour aller plus vite. Parce qu'on a besoin d'aller très vite maintenant. Et donc inventer autre chose, ça serait quoi ? Moi, je pensais à une COP des citoyens, parce que comme ça, on se débarrasse des lobbyistes, etc. Moi, je reste convaincue que des citoyens bien informés, et c'est ça que la Convention citoyenne pour le climat nous a apporté comme preuve empirique, des citoyens bien informés, lorsque vous comprenez que ce dont il s'agit, c'est pour vous d'être ancêtre, c'est la vie de vos enfants, de vos arrière-petits-enfants, vous allez agir. Vous n'allez pas agir pour augmenter les profits des entreprises. Et si on a une convention, il faudrait en fait une convention citoyenne mondiale, mais voilà, ça, je ne sais pas comment mettre ça en place. Oui, elle est difficile à organiser. Je discutais avec un représentant du secteur du bâtiment et de l'immobilier bas carbone hier, qui me disait, mais finalement, la COP 30 au Brésil, c'est aussi un lieu de business, où les entreprises sont là, où les entreprises discutent, et où finalement, peut-être, j'aimerais avoir votre avis là-dessus, les bonnes pratiques se partagent. Est-ce qu'elles servent aussi à ça ? Est-ce que les COP servent aussi à ça ? Alors moi, j'ai jamais encore mis les pieds personnellement dans une COP, mais je serais absolument pas choqué que ça soit le cas. Et tu voulais... Non, mais allez, terminez la phrase et je redonnerai la parole à Yamina Parce que ce qui est hyper important, et moi je dis ça du point de vue de 5 années vraiment intensément passées sur la question de... Notamment parce que la CEC, c'est une association d'intérêt général. Est-ce qu'il relève de l'intérêt général que le monde économique se transforme ? Bien sûr. Et on a bien dit se transforme, pas disparaisse. Et pour que le monde économique se transforme, il faut qu'il fasse du business. Et ce mot, en le disant, j'ai conscience d'à quel point il est connoté, il est chargé. Mais ça ramène à la question de faire du business, réaliser du profit, sur quoi ? Sur base de quelle conception de la valeur ? Par exemple, toute la construction, la réflexion d'ajustement carbone aux frontières pour l'Europe, c'est de se dire... En fait, c'est traiter ce sujet qu'on apprend au lycée, à la fac, en écho des externalités négatives. Si on avait une économie où toutes nos externalités négatives, la moindre pollution était fiscalisée parce qu'elle a un coût pour la société, mais soyons ultra-libéraux et il n'y a pas de souci. Sauf que ça, c'est une construction, on n'y arrivera jamais. Parce que autant du carbone, on sait le mesurer hyper précisément, autant la dégradation de la biodiversité, c'est beaucoup plus difficile d'avoir le même niveau de certitude dans la quantification. Mais donc, quand on a des entreprises qui ont des solutions, qui ont des choses qui permettent d'avancer, qui ont des innovations à proposer, qui vont dans le bon sens. Mais allons-y, discutons, partageons, créons des forums où non seulement les entreprises peuvent se rencontrer entre elles, mais en plus, les acteurs publics peuvent rencontrer le monde économique parce qu'il y a
aujourd'hui beaucoup trop peu de contact entre ces deux mondes-là sur ces sujets-là. Vous vouliez prendre la parole là-dessus? Oui, en fait, je voulais revenir sur le monde de l'entreprise versus le monde de la COP. Et j'ai une étudiante qui travaille sur cette question-là et elle a regardé le World Economic Forum. Comment est-ce que le World Economic Forum regarde la question des risques? Donc, chaque année, il publie en janvier les risques. Et on voit qu'il y a eu, à un moment donné, il y a eu un pic où il regardait les risques climatiques. Et puis maintenant, ça, c'est en baisse. C'est pas ça qu'il regarde comme risque. Et en vérité, elle a pris ça et elle a regardé ce qui se passe dans les COP, ce qui ressort des COP. Ça correspond plutôt à ce qui vient du World Economic Forum. Sa conclusion à elle, c'est que c'est le World Economic Forum qui donne le là. C'est pas les COP. Les COP sont le récipient d'autres choses. Et après, il y a juste une chose concernant les entreprises. À l'origine, les entreprises, quand elles ont été créées, quand on remonte dans le temps, elles étaient toutes d'intérêt général. En fait, les entreprises, telles qu'on les connaît aujourd'hui, qui viennent juste faire du profit, détruire et partir, ça, c'est le monde moderne. Ça n'a pas toujours existé. Donc, ce qu'il faudrait, c'est justement... En vérité, on n'a rien à inventer. Il faut aller ramener à la surface ce qui existait avant, qu'on a abandonné en raison de notre vision de la modernité et de l'adapter au monde d'aujourd'hui. Oui, Emmanuel Guérin, ça vous choque qu'on fasse du business à la COP? Non, mais c'est d'ailleurs ce qui se passe en pratique et c'est très bien. On entend parfois dire les COP sont devenues trop grosses. C'est une gigantesque foire qui attire l'élite climatique mondiale. En l'occurrence, si les COP sont devenues aussi grosses, c'est pas forcément parce que les délégations des pays ont grandi, c'est parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises de tous les secteurs d'activité, de toutes les chaînes de valeur, qui considèrent que c'est un lieu important, comme vous l'avez dit, pour échanger des bonnes pratiques et pour signer des contrats. Ou pour essayer d'empêcher un certain... Parce que si on parle du lobby des énergies fossiles... Alors, je connais ça très bien, les copains, j'en ai fait plus de 15. Il y a des lobbyistes des énergies fossiles. Je peux vous dire que l'immense majorité des entreprises qui participent au COP, c'est des entreprises qui sont engagées dans la transformation écologique. Donc, je ne suis pas du tout naïf sur la présence de ces lobbyistes du pétrole. Quand on parle de réforme des COP, d'ailleurs, on pourrait avoir envie de dire que ces gens-là, ils n'ont pas le droit de participer au COP. On pourrait faire de ces plans de transformation à 10 ans la condition pour pouvoir participer au COP. Mais encore une fois, si les COP sont devenues tellement grosses, c'est parce qu'il y a du business qui s'y fait pour la transformation écologique. On est dans une période particulière quand même. On ne va pas revenir sur le backlash ou sur le discours de Donald Trump devant les Nations Unies, disant le réchauffement climatique est une arnaque. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit on fait l'autruche, on se dit c'est un mauvais moment à passer, soit on considère que c'est peut-être un combat culturel qu'il faut mener. Comment vous le prenez ça? Parce qu'on est dans un antagonisme, une bipolarisation, où finalement l'engagement pour limiter le réchauffement, c'est devenu un acte politique utilisé par les adversaires pour vous stigmatiser. D'une certaine façon, on marche sur la tête. Mais moi, je pense que c'est un combat qu'il faut mener. Il faut assumer que la résolution de la question climat... D'abord, en fait, le constat est scientifique. Mais ça devrait être un objectif universel. Mais bien sûr. Voilà, dans un monde idéal, personne ne devrait se battre politiquement sur ces enjeux-là. Ouais, alors, en fait, le constat est scientifique, mais après, les causes du changement politique sont politiques, et donc la résolution, elle ne peut être que politique. Donc, en vérité, c'est un combat politique. Et ce que fait Donald Trump, c'est juste qu'il veut imposer sa vision du monde, sa vision politique du monde. Donc la question climat est concernée, mais il n'y a pas que la question climat qui est concernée dans sa vision du monde. Il est rétrograde sur beaucoup d'autres choses. Et donc du coup, les autres pays, on a tous intérêt, en vérité, à s'unir pour une vision plus progressiste sur la question écologique. C'est pas exactement ce que fait l'Europe aujourd'hui. Non, malheureusement, l'Europe, moi, ce que je regrette, parce qu'en fait, il y a un autre acteur important, c'est la Chine. Bien sûr. Donc l'approche de la Chine à la question climat, c'est une approche industrielle. Donc eux, ils ont décidé, il y a quelques années, de devenir les leaders de l'industrie du 21e siècle. L'industrie du 21e siècle, ce sont ce qu'on appelle, en gros, les industries vertes. Et là, la Chine est en train de gagner cette bataille-là. Mais c'est aussi une bataille que la Chine a menée. Elle a mené cette bataille-là en gros toute seule, on ne l'a pas soutenue. À part qu'on ait laissé, avec les règles de l'OMC, on a facilité le départ de nos entreprises vers la Chine. Mais en fait, il y a deux acteurs importants. Il y a la Chine et les États-Unis. Nous sommes un peu la tranche de jambon dans un sandwich. Et au lieu d'agir, je pense que si on continue comme on est en train de faire aujourd'hui, on va plutôt se faire bouffer.
Ouais. Je reste sur cette notion finalement d'engagement politique, parce que ça veut dire qu'un chef d'entreprise qui décide, en participant à la convention des entreprises pour le climat, de faire une feuille de route de décarbonation volontaire, etc., il fait de la politique. Et donc, il peut peut-être perdre un marché aux États-Unis, je ne dis pas que ça arrive, mais ou être critiqué par ceux qui considèrent que c'est un truc de bobo écolo, quoi. Ouais. Et en fait, c'est hyper important de se dire ça, et c'est un message que je portais sur scène dès la première convention en 2020 et 2021, de dire, en fait, la CEC, c'est un projet politique radical. Radical au sens, enfin les deux au sens étymologique du terme. Radical, c'est pas du tout extrémiste. Radical, au sens étymologique, c'est le mot racine. La racine du mot radical, c'est racine. Ouais. C'est prendre le problème par les racines plutôt que par les marges. Okay. Et politique, l'origine grecque du mot, c'est la vie de la cité. Et l'entreprise fait pleinement partie de la vie de la cité, ne serait-ce que parce qu'on y passe 50, 60, 70% de notre temps éveillé. Mais est-ce que cette bipolarisation ou cette antagonisation, c'est pas très joli dont je parlais, elle incite des chefs d'entreprise à ne pas y aller? Est-ce que vous le ressentez ça? Alors, pas forcément. Là où j'ai toujours été et où on a toujours été extrêmement clair aussi, c'est que c'est un projet, donc par essence politique, mais aussi apartisan. Parce que... Mais c'est pas possible ça, pardon de vous interrompre, vous allez me dire que oui, mais c'est pas partisan, parce que si vous le faites, vous allez avoir une partie je vais pas les citer, de l'échiquier politique qui va être contre vous. Et c'est là où il y a une vraie question de positionnement et de clarté de communication. Ouais. À partir du moment où l'idée même que notre objectif commun devrait être de protéger les conditions de pérennité d'une civilisation humaine, à partir du moment où ça a une couleur politique, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Je suis d'accord. Et la couleur politique, elle est sur les modalités. Que ce soit sur de l'écologie ou n'importe quel autre sujet. Et donc, le côté apartisan, pour nous, ça a été de au maximum, je dis bien au maximum, prendre de la hauteur sur un échiquier politique à un moment donné et se réunir autour d'un besoin qui nous rassemble tous, qu'on soit d'accord entre nous ou pas, une réalité physique, une réalité sociale. Et en ça, oui, les dirigeants sont l'entreprise sont des figures politiques. Allez, Emmanuel Guérin, ensuite je reviens. Sur cette histoire de backlash, parce que je pense que c'est très très important, il faut être réaliste, il faut avoir les yeux grands ouverts et il faut tenter de l'expliquer. En réalité, je pense qu'il y a deux types de backlash différents. Il y a un backlash que je dirais social dans la société et il y a un backlash économique et financier dans le monde des entreprises. Pour commencer par le backlash social, déjà ce qu'on observe quand on fait des sondages en France et ailleurs en Europe, c'est pas forcément effectivement qu'il y a un soutien moins important à la politique climatique, c'est que la question est devenue très polarisée. Et pour le dire clairement, l'extrême droite, en France comme en Europe et aux États-Unis, a fait du climat son ennemi. Pour des raisons idéologiques. Donc c'est une bataille culturelle et politique pour cette raison-là. Ce que je trouve très intéressant aussi quand on fait des sondages, c'est de montrer que les électeurs du centre et du centre-droit sont beaucoup plus en soutien des politiques climatiques que les politiques du centre et du centre-droit. Donc c'est aussi là qu'il faut travailler sur l'échiquier politique. Pour ce qui est du backlash économique et financier, là aussi, je pense qu'il y a deux choses. C'est-à-dire, il y a eu, je pense qu'il faut être honnête là-dessus, un excès de normes. Donc, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'un effort de simplification est nécessaire pour réduire le coût administratif pour les entreprises. C'est très important qu'il ne se fasse pas au détriment de l'ambition des politiques climatiques. Et c'est malheureusement ce qu'on est en train de voir aujourd'hui en France et en Europe. Mais il faut aussi se dire que le backlash des entreprises, il a quelque chose d'un peu inévitable. C'est-à-dire à partir du moment où on parle de transformation du modèle économique, on se heurte à des intérêts économiques qui défendent le statu quo. Donc, encore une fois, je le vois comme une bataille et comme un peu inévitable. Moi, j'avais une question pour lui, en fait. Est-ce que parmi les participants à la CEC, il y a des dirigeants qui sont d'extrême droite?
ou identifié comme tel? Ouais, c'est une très bonne question. Évidemment, on ne fait pas remplir un questionnaire à l'entrée. Pour quel parti votez-vous? Ce que je sais, c'est que la diversité électorale, on va dire, est plus forte que dans peut-être l'équipe organisatrice et le monde associatif au sens large. Et je me suis laissé dire que sur la première CEC, il y avait 168 entreprises binômes, donc on est sur 338 personnes, et qu'il y en avait un ou deux ou trois qui votaient extrême droite, sans que je ne sache du tout qui c'était. Dans ce combat culturel dont on parle, il y a la remise en cause de la science. Comment vous le percevez, Yamina Saeb, de devoir encore convaincre? Ça s'est jamais arrêté, hein, mais peut-être encore plus aujourd'hui. Ouais, alors, et de redire des choses qu'on devrait considérer comme acquises, quoi. Alors, si vous parlez de ce qui s'est passé à la COP, je peux vous expliquer ce qui s'est passé à la COP, en fait, parce qu'il y avait une référence dans le premier texte, la COP 30, une référence qui disait le GIEC comme étant the best available science. Donc ça a été rejeté par certains pays, mais il y a quelque chose derrière qui va bien au-delà de tout ce dont on parle. Et ça, c'est une chose. Et après, ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe aux États-Unis, c'est très grave, quoi. Ils sont en train de fermer tous les centres de recherche, etc., menacer les chercheurs. C'est plus à ça que je fais référence. Alors, ce qui se passe aux États-Unis, c'est incroyable. Enfin, personne n'aurait pu imaginer qu'un jour, parce que les États-Unis, ils ont quand même été, si d'un point de vue politique, ils n'ont pas été à la hauteur sur la question écologique, sur la question climat, parce qu'en fait, sur la question de la pollution, par exemple, ils ont été pionniers. L'agence de la pollution environnementale, là, elle a mis en place des mesures. Par exemple, ils ont réussi à réduire les émissions liées à l'utilisation des voitures, non pas pour des raisons écologiques, mais pour des raisons liées à la santé, par exemple. Ils ont été très, très malins. Ils ont réussi à faire passer plein de choses depuis qu'ils ont existé. Donc, ils ont été de loin meilleurs que nous, Européens. Ils ont été souvent pionniers du côté de la recherche, même si, d'un point de vue politique, nous, on était mieux placés qu'eux. Là, c'est une remise en question. Enfin, c'est une destruction monumentale. Des agences qui ferment, des agences qui ferment, des collègues. Alors, il faudrait que les Européens... Là, on est en train d'accueillir... Je dis on, nous, Européens, on est en train d'accueillir je connais quelques chercheurs qui sont en train de venir en Europe. Ils ne viennent pas, par exemple, en France, pour une raison simple. Les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Les conditions de travail des chercheurs en France, elles sont lamentables. Et les chercheurs en France sont très, très mal payés. Un chercheur senior aux États-Unis, il gagne suffisamment bien pour qu'il n'ait pas à vendre sa science, sa matière grise, à de l'industrie. En Europe, c'est pas, enfin, en particulier en France, c'est pas pareil. Et donc, moi, les chercheurs que je connais, ils vont à partir de l'Allemagne et ils montent en haut. Parce que là, les conditions de travail sont de loin meilleures. Je pense qu'on aurait dû avoir une réponse européenne à cette question-là et mettre en place des budgets spécifiques pour pouvoir accueillir ces chercheurs-là. Parce qu'en dehors de la fermeture des centres, en fait, il y en a beaucoup qui sont... Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se transmettre, qui ne sont pas écrites. Et donc, c'est une perte pour l'humanité, quoi. Allez, 30 secondes. C'est une occasion manquée ou c'est encore possible d'attirer les chercheurs américains, notamment sur toutes les questions? Je pense que c'est possible. Et d'ailleurs... on crée cette école du climat à Sciences Po à Paris. Et on voit à la fois beaucoup de candidatures d'étudiants qui autrement seraient allés aux États-Unis et beaucoup de candidatures de professeurs qui auraient enseigné aux États-Unis et maintenant qui veuillent entraîner en Europe. Mais je partage l'idée qu'il faudrait avoir une réponse européenne plutôt que simplement française. Merci beaucoup à tous et à bientôt sur Be Smart for Change. Merci à toutes et à tous et à bientôt pour un nouveau Smart Trends. Salut!